Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va continuer toujours avec mes deux invités, Samir Ourosama et Marcel Agbessino, tous deux juristes. Avec eux, nous analysons donc les sujets. Et on passe tout de suite au Niger. Le Niger, c'est les propos du président nigérien Bola Tinubu. Bola Tinubu a laissé entendre qu'une transition de 9 mois n'était pas exclu et que ça a été le cas au niveau du Nigeria, son propre pays, et que le Niger pouvait rééditer l'expérience et organiser des élections au bout de 9 mois. Tout de suite après, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé que ce n'est pas la réaction officielle de la CEDEAO, mais des propos personnels du président Tinubu, le président Tinubu, Samir Ourosama, qui quand même est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Oui, je pense qu'il est important aussi, lorsque vous êtes dans de telles situations, qu'on analyse un peu le créneau dans lequel la personne a pris la parole. Est-ce qu'il a pris en tant que chef d'État? Parce qu'avant d'être le chef d'État en exercice de la CEDEAO, il est aussi le président du Nigeria, donc un des pays membres de la CEDEAO. Donc il y a eu cette distinction à faire sur le plan diplomatique. Donc si il a pris la parole en tant que président du Nigeria, qui partage la frontière avec le Niger, c'est de bonne guerre qu'un pays frère, qu'un pays frontalier ou qu'un président homologue d'un pays comme le Niger puisse aussi se prononcer, parce que tout ce qui touche au Niger va toucher forcément au Nigeria, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes populations des deux côtés des frontières. C'est pratiquement des pays qui partagent un certain nombre d'échanges commerciaux et tout ça là. Donc je pense que ça prise de parole en tant que président du Nigeria doit obligatoirement être distinct de la position de la CEDEAO, comme l'a fait savoir la commission de la CEDEAO. Maintenant, quand on prend un peu la situation qui prévaut au niveau du Niger, c'est-à-dire que vous avez en face des militaires ou des putschistes, si on peut le dire ainsi, des gens comme le général Modi, des gens comme le général Tiani, qui ont soutenu le régime actuel pendant plus de 15 ans, et qui ont joui d'un certain nombre de privilèges d'État, et qui ont trouvé à un moment donné que tout ce qui a été fait par le passé n'était pas bon, que le bilan sécuritaire, le bilan économique, le bilan social du régime en place n'était pas bon, et que c'est eux qui doivent redresser la situation. Je trouve que c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que c'est une sorte d'insulte à l'intelligence du peuple nigérien. Et comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas admettre à ce que lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, lorsqu'on a des désaccords ou lorsqu'on a des aspirations politiques, qu'on puisse trouver que le meilleur moyen, c'est de pouvoir user de la force de l'arme pour arracher le pouvoir des mains d'un certain personnage comme le président Bazoum, qui a été élu pour un mandat, qui a été élu par le peuple nigérien, qui est démocratiquement élu, qui a une certaine légitimité, qui a une base légale. Nous était une population qui sortait dans la rue pour revendiquer la démission du président Bazoum, que j'aurais compris. Mais lorsque vous vous retrouvez dans cette situation où la CEDEAO, qui est l'institution régionale qui cherche à résoudre le problème, et que vous voyez aussi la CEDEAO qui essaie de tempérer un peu la situation, et les gens trouvent en la CEDEAO une certaine faiblesse, je pense que c'est trop abusé, où les gens trouvent que notre organisation sous-régionale n'est pas capable à elle seule, avec les 16 pays qui composent la CEDEAO, avec les chefs d'État, que c'est une puissance occidentale qui semble être derrière cette organisation pour pouvoir dérouler une certaine ambition de pouvoir voir la sous-région être brisée par une certaine instabilité politique, une certaine instabilité sécuritaire. Je trouve que c'est une insulte vis-à-vis de l'intelligence des chefs d'État africains, des chefs d'État qui composent cette organisation régionale, et c'est une insulte également au peuple africain. Vous voyez un peu l'Algérie qui semble être en train de faire une certaine médiation, et qui a d'ailleurs dit qu'il était contre à ce qu'il y ait un coup d'État au niveau de la sous-région, et qui dit qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel. Vous voyez un peu, si on disait que c'est la CEDEAO, on va dire, oh, c'est toujours les mêmes, ils vont au secours de leurs semblables qui semblent connaître des difficultés. Il y a l'Algérie qui demande à ce que l'ordre constitutionnel puisse être rétabli, que le président Bazoum puisse retrouver ses fonctions. Et d'ailleurs,
le ministre des Affaires étrangères de ce pays a fait une tournée au niveau de un certain nombre de pays, notamment le Nigeria, le Bénin et puis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et la solution de l'Algérie, c'est qu'il y ait une transition de 6 mois. Je pense que le président nigérien est allé même au-delà de cette proposition de l'Algérie. Est-ce qu'on a eu une courte transition de 6 mois en proposant que, bon, il n'est pas exclu à ce qu'il y ait une certaine flexibilité au niveau des chefs d'État, puisque le président nigérien peut amener ses pairs de la CEDEAO à s'aligner sur sa vision de la chose, à dire en réalité, personne n'a intérêt à ce qu'une guerre se déclenche au niveau de notre organisation sous-régionale, au niveau de notre espace sous-régional. Je pense que nous devons mettre de l'eau dans notre vin et permettre à ce que nous puissions également comprendre un certain nombre de situations, mais ce n'est pas une faiblesse de la CEDEAO. C'est une certaine d'humilité, c'est une certaine volonté d'éviter le pire, et à ce que nous puissions aller à une transition de 9 mois et qu'on ait véritablement que le pays sorte de la crise. Sauf que vous avez en face des militaires qui veulent le pouvoir. Ça dit que c'est leur objectif, que les gens ne se trompent pas. L'objectif de ceux qui ont pris le pouvoir, c'est de pouvoir exercer le pouvoir. Les militaires en face n'accepteront jamais ni une transition de 9 mois, ni une transition de 6 mois. Le gars, il a été clair lors de ses premiers propos. Il exige une transition de 3 ans. Lui aussi, il veut jouir de tous les privilèges de chef d'État, sauf qu'il oublie. Et peut-être les gens finiront par nous donner raison au jour. Aujourd'hui, c'est la France qui est décriée. Demain, ça va être la Russie qui va être décriée. Parce que eux, ils sont allés adouber la Russie et ils ont conclu un certain nombre d'accords avec ce pays-là pour qu'on les aide à combattre le terrorisme. Demain, il y aura aussi une nouvelle génération de militaires qui diront qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de la Russie. C'est du colonialisme de nouvelle ère, c'est du colonialisme. Néocolonialisme. C'est du néocolonialisme. Ouais. Donc nous n'avons pas voulu de cela. Donc je pense que c'est une situation un peu complexe. Marcel Agbessino, le fait que Bola Tinubu s'exprime de cette façon et suggère une transition de 9 mois, est-ce que ça ne revient pas aussi à dire qu'au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, le ton très dur qu'on avait employé en premier lieu pour demander le rétablissement de Bazoum, on semble un peu mettre de l'eau dans le vin. Mais il continue toujours par commettre les mêmes erreurs. Si Tinubu, l'actuel président du Nigeria, un octogénaire d'ailleurs, qui est en train de mélanger les pédales, qui est en train de confondre le Niger à son pays. Le Niger n'est pas une sous-préfecture du Nigeria. Le Niger n'est pas une région à contrôler par le Nigeria. Si nous admettons que en droit international, les critères requis par un État pour sa définition à travers la définition matérielle et formelle, le Niger, il y a une frontière du Niger, il y a une population. Il y a la nationalité des Nigériens qui est propre à cette nation. Mais dès la naissance de cette crise, dès la naissance de la crise qui a renversé Bazoum, que bon nombre disaient qu'il est démocratiquement élu, on ne refuse pas. Mais la démocratie de façade, nous dénonçons ça en Afrique. C'est une démocratie de façade. C'est-à-dire que Issoufou, qui se fait remplacer par Bazoum, mais nous sommes dans un espace géographique aujourd'hui un peu mondialisé. On ne peut pas faire certaines choses devant toute une nation. Bazoum, il est sorti de nulle part. D'abord, cette déclaration même vis-à-vis de son propre armée, ça relève de la haute trahison. Étant donné qu'un président, quand on dit qu'il est démocratiquement élu, et il s'est glissé aux côtés des djihadistes, des terroristes, en disant que son armée est un peu affaiblie par rapport aux djihadistes, et il soutient aux yeux autour de tout le monde. C'est un peu compliqué de continuer par le soutenir à travers une organisation sous-régionale biaisée qu'on appelle la CEDEAO, à sa tête aujourd'hui Tinubu, qui n'arrive même pas à comprendre la situation, qui laisse de carreau la commission de la CEDEAO. Normalement, ça doit être un communiqué final sanctionnant les travaux. Mais
Tinubu seul qui se Il n'y a lève. pas eu de travaux. Hein. C'est le président du Nigeria qui s'est exprimé. Oui, c'est le président du Il Nigeria. n'a pas parlé au nom de la CEDEAO. Oui, ça a été toujours comme ça dès le début de la crise. Dès le début de la crise, il n'y a chaque pas... chef d'État a un droit de s'exprimer intitut personnel. Maintenant, quand on entre dans un cadre communautaire, il y a une procédure de communication. C'est ça que je dis. Étant donné qu'il a ce manteau aujourd'hui, une casquette aujourd'hui, il ne veut pas aussi se lever à une matinée comme ça, pondre un communiqué. Non, ça doit être un communiqué concerté de la commission de la CEDEAO en disant que voilà, nous sommes réunis aujourd'hui à Abuja avec soit la 67e session ordinaire. Et maintenant, c'est à travers cette rencontre de haut niveau là que les chefs d'État vont au moins pondre quelque chose à l'égard ou bien à l'endroit du Niger. Mais tel n'est pas le cas. Chacun se lève et c'est pourquoi nous les Africains ou bien les Africains, bon nombre des analystes, des consultants avisés disaient que bon, c'est comme s'il y a une main derrière, une main noire derrière ces chefs d'État qui sont en train d'être téléguidés et téléchargés. On ne comprend plus rien. Si Tinubu, au nom de son pays, est menacé également par Boko Haram. En 9 mois, on peut faire une élection dite démocratique en 9 mois et rétablir l'ordre constitutionnel en question. Parce que, en voyant le Niger aujourd'hui, le Niger est envahi par les terroristes. Les terroristes sont visibles partout. Et il faut faire une transition. Ça doit être une transition, non une élection. Le général Tiani doit dérouler un chronogramme de concertation à travers l'assise nationale. C'est pour ça que le président Tinubu parle de 9 mois. C'est possible en 9 mois d'aller à des élections. Non, 9 mois, c'est trop. C'est un peu. C'est comme si. C'est trop tôt d'organiser une élection. 3 ans, au moins 3 ans pour concerter la société civile, les acteurs impliqués, les imams. Les religieux. Oui, mais vous savez qu'il y a 2 ans, le Niger avait organisé des élections qui ont vu la victoire de Bazoum. La situation sécuritaire n'était pas pire qu'aujourd'hui. On a pu organiser des élections dans le pays. Mais, bon, Bazoum a été élu sur quelle base? Démocratiquement. Oui. Bon, moi, je dis que c'est une élection de façade. Avec 54% des voix, si je c'est une bouffonnerie. C'est la tromperie, c'est trompe-œil qu'ils ont fait là-bas. Parce que moi, je ne veux pas... Parce que... Issifou, son prédécesseur. Oui. C'est lui qui l'a fait venir. Sur quelle base? Il était son ministre de la Défense, si je non, nous refusons. Le peuple africain maintenant n'est pas prêt. Chaque parti est libre de choisir son candidat. On ne peut pas imposer. C'est comme si le candidat issu de la mouvance présidentielle sortant a été imposé au peuple parce que c'est eux. Il y a eu des élections. Tinubu est le candidat du parti au pouvoir, le parti de Buhari. Il a gagné. Non, on connaît tout ça. Chaque parti pose son candidat. On connaît tout ça. Donc, est-ce que au moins c'est le peuple qui doit trancher aujourd'hui? C'est le peuple nigérien. Je ne sais pas là où vous voulez aller. C'est le peuple nigérien qui doit trancher. Oui. Le peuple est... C'est pas le peuple qui a tranché là, c'est les armes qui ont tranché. L'arme a tranché et maintenant le peuple est derrière l'arme. Et le peuple a exprimé son content. Vous savez, en même temps qu'au Niger, il y a aussi des voix discordantes qui veulent manifester. Ils sont minoritaires. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Ils laissent manifester, mais là, ils sont empêchés de manifester. Non, le général Tiani, pour le moment, il doit au moins respecter son calendrier, il maîtrise son agenda, il ne veut pas laisser tout le monde manifester au même moment. Il y a d'autres qui manifestent, qui soutiennent les pushistes, et vous aussi, vous allez manifester. C'est pas ce qu'on voit pour le moment. C'est pas ce qu'on voit sur le terrain. On semble privilégier certains. Samir Ourosama, dans les propos de Tinubu, on peut aussi lire le fait qu'il est possible que Bazoum ne revienne pas au pouvoir. Oui, je pense que c'est une possibilité. Vous savez, lorsque vous avez des revendications dans une crise comme ça, comme celle à laquelle nous assistons au niveau du Niger, il faut que lorsque vous entamez des discussions, que les différentes parties soient prêts à faire des concessions par rapport à un certain nombre de discussions. Mais cela n'enlève à rien la crédibilité ou l'objectivité
de cette organisation de pouvoir résoudre le problème. Où les gens vont dire c'est une faiblesse. Oui, est-ce que ça n'affaiblit pas la position de la CEDEAO qui était sur un départ de retour de Bazoum au pouvoir? Sinon, nous enverrons une mission armée pour le rétablir. Finalement, on dit aujourd'hui, transition de 9 mois, bon, c'est sans Bazoum. Non, je pense qu'ils ont dit nous mettrons en œuvre tous les moyens nécessaires, y compris la force, pour pouvoir faire rétablir l'ordre constitutionnel. Sauf que lorsque vous êtes dans une telle situation où vous n'arrivez pas à raisonner des gens, comme les militaires qui ont pris le pouvoir au niveau du Niger, vous avez d'autres moyens. Hein. Vous imaginez des sanctions économiques sur 3 ans pour le Niger. Ils vont pas tenir. Les autres pays aussi vont souffrir. Mais vous savez, lorsque vous êtes en train d'aller vers un idéal pour votre sous-région, vous voulez quelque chose de stable, vous devez être prêt à vous sacrifier. Si les militaires disent que le peuple nigérien est prêt à se sacrifier, si les sanctions touchent ce pays-là, et que ces sanctions-là ont une répercussion sur la vie socio-économique de la sous-région entière, je pense qu'il faut activer d'autres leviers pour pouvoir atténuer les effets de cette crise-là sur les autres populations de la sous-région. Qu'à cela n'en tienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu la situation au niveau du Niger, vous vous rendez compte que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les gens ont eu la force de l'arme. C'est-à-dire que vous avez des pays comme le Niger, comme comment l'appelle-t-on, comme le Mali, comme la Guinée, où il suffit d'un petit truc que les gens ont vite fait de prendre l'arme pour renverser le régime en place. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que nous devons faire comprendre aux gens, que ce n'est pas une bonne chose. Quoi qu'on dise aujourd'hui, nous avons vu les gens qui ont décrié que les gens sont au pouvoir depuis plus de 50 ans, depuis plus de 20 ans. Ils ne font rien, ils ont tout fait. Ils les ont déposés un beau matin. On a assuré une transition, après ils sont venus au pouvoir. On a vu comment ils ont fini. On a vu comment ils ont géré le pouvoir. Parce que la gestion du pouvoir, c'est tout autre chose. Je pense que Nicolas Sarkozy l'a dit une fois, le pouvoir est dangereux. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne le pouvoir, les militaires au début c'est bon. Après ils ne vont pas vouloir partir. C'est ce que nous sommes en train de voir au Mali. Monsieur Assimi Goïta ne va pas partir. Parce qu'il est en train de jouir des privilèges du pouvoir. Le pouvoir, c'est bon, mais c'est dangereux. On le voit tronquer l'uniforme contre la veste. Exactement. Ne soyez pas surpris que lorsque les élections seront organisées au Mali, vous allez le voir se présenter pour être président. Ensuite, vous allez voir au début le Assimi Goïta que vous avez connu, il va commencer par dérailler. Si vous allez constater des dérives où les gens vont profiter, son entourage, même si ce n'est pas lui principalement, son entourage va profiter pour pouvoir détourner un certain nombre de biens. Donc, ce que nous devons faire, et la CEDEAO pour le moment reste droit dans ses bottes. Nous exigeons le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Nous voulons que le président démocratiquement élu soit rétabli dans ses fonctions. Sauf que dans une telle situation comme ça, même si le président élu dit, bon, ça peut arriver, les militaires peuvent dire, nous ne voulons plus voir M. Bazoum au pouvoir. Mais il n'est pas le seul. Il y a le président de l'Assemblée nationale. Il y a la Constitution qui prévoit un certain nombre de mécanismes pour pouvoir remplacer quelqu'un qui, à un moment donné, renonce au pouvoir. Donc, on peut assister dans la foulée à ce qu'on ne voit pas Bazoum au pouvoir, mais qu'on retrouve un autre civil au pouvoir et que les militaires retournent dans les casernes. Parce que leur place, je pense, et cela va nous permettre véritablement au niveau de nos sous-régions de repenser au rôle que nous voulons. Vous allez voir dans d'autres pays, les États-Unis, ça criait que Donald Trump veut tricher. Ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé. Dans d'autres pays, il y en a plein. Mais jamais vous n'avez pas vu l'armée s'interférer. Vous avez vu, elle a toujours joué un rôle qui la revenait, un rôle de sécurité, de sûreté de l'État, parce que c'est ça son rôle dans l'architecture de l'État. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique également, ça continue par bouger, et on sait que le coup d'État au niveau du Niger n'est pas du tout accepté par les chancelleries. La France en premier qui dénonce ce coup d'État, et au niveau du CNSP, on a levé l'immunité diplomatique de l'ambassadeur de France. Et le CNSP d'ailleurs n'est pas très content des propos tenus par le président français Emmanuel Macron. C'était le lundi dernier. Nous écoutons le porte-parole du CNSP. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger.
Alors, le colonel-major parle d'ingérence dans les affaires du Niger. Le président Emmanuel Macron disait que si la CEDEAO se montrait faible dans la situation du Niger, en laissant les militaires prospérer dans leur entreprise, eh bien, c'est les autres chefs d'État également qui seront menacés. Ce sont des propos donc, qui ont véritablement fâché les militaires qui ont demandé le départ, Marcel Agbessino, de l'ambassadeur de France au niveau du Niger. Paris dit niet, l'ambassadeur sera maintenu. On est dans un bras de fer diplomatique. L'immunité de l'ambassadeur a été levée. Techniquement, il n'a plus le droit d'être au Niger. Vous comprenez ce bras de fer diplomatique entre les deux pays? Oui, ce bras de fer tourne en défaveur de Paris parce que la France a ses intérêts au Niger, comme l'a dit leur président, l'ancien président, que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Il me semble que c'est Jacques Chirac qui avait fait cette déclaration. C'est un peu compliqué aujourd'hui pour la France et pour les Nigériens de voir une nation démocratique et la France de refuser qu'il doit toujours maintenir son ambassadeur au poste à Niamey. Bien que son immunité a été sautée, levée, mais la France refuse toujours d'évacuer et de rappeler son ambassadeur à Paris. Je crains l'avenir physique de cet ambassadeur qui est au poste à Niamey. Si on a sauté ton immunité et tu deviens comme un citoyen lambda, tu n'as plus de force, alors que tu te retrouves sur un territoire étranger aujourd'hui qui est miné par les djihadistes et les questions sécuritaires, d'ordre sécuritaire sont un peu chaotiques et on ne sait quel sort se vouer. Et maintenant, on te demande de quitter un pays comme ça et tu refuses, et avec la bénédiction d'un président, d'un jeune président qui ne sait pas ce qu'il lui aussi se fait. Il est en train de faire là-bas de l'autre côté des Français. C'est un peu compliqué. Nous sommes en relation internationale. Et en relation internationale, pour maintenir, envoyer un ambassadeur dans un État étranger, il faut passer par des procédures, juridiques. Et ces procédures juridiques, on peut autrement dire que soit c'est la légation passive et la légation active. La légation passive, lorsque vous envoyez un ambassadeur sur un territoire étranger et vous recevez, et l'autre, la légation passive, vous recevez aussi. Mais vous envoyez un ambassadeur au niveau de Niamey. La population dit niet, quittez. Vous refusez de quitter, vous voulez maintenir toujours votre base militaire, à peu près 1500 et quelques hommes qui se retrouvent sur un territoire étranger. La population est toujours chaque jour exprimée sa désapprobation vis-à-vis de la France. Parce que la France aujourd'hui ne joue aucun rôle pour la sécurité, pour la garantie de la sécurité des Nigériens. On voit chaque jour que la population est toujours victime, est toujours attaquée par les djihadistes là, qui sont de nulle part, et peut-être l'une des causes même des putsch qui a déposé Bazoum. Si la France veut véritablement être respectée et avoir des privilèges ou bien avoir des intérêts comme eux-mêmes le disent, ils n'ont qu'à au moins mettre la balle sur terre et au moins revoir leur copie, parce que leur politique en Afrique est un peu décriée par bon nombre des Africains. Aucun Africain, aucun pays en Afrique aujourd'hui ne souhaite plus voir la France à ses côtés. Sa diplomatie, c'est une diplomatie trompeuse. Une diplomatie trompeuse. On fait la même chose à chaque temps. On invite des dictateurs à l'Élysée. On dresse des tapis rouges au président mal élu en Afrique. Mais pourtant... C'est pas la France de se prononcer non plus sur... qu'une élection, qu'un président soit bien ou mal élu. Non. Tant qu'un président est en
place. Vous avez suivi avec moi la déclaration d'Emmanuel Macron qui disait que les autorités actuelles au Niger qui ne sont pas légitimes. Est-ce que lui là est critère légitimement tel ou tel président en Afrique? Non. Chaque peuple a ses critères, chaque peuple a sa règle pour au moins élire ou non pas élire son président. Mais si la France, lui, elle autre a déjà des critères de légitimité et de l'égalité vis-à-vis de nos dirigeants, c'est un peu compliqué. Raison pour laquelle la France en évoquant cette théorie de la légitimité que les autorités actuelles du Niger ne sont pas légitimes, elle ne va pas retirer son ambassadeur au poste à Niamey. C'est un peu compliqué. Donc, nous avons vu la déclaration du porte-parole du gouvernement de Tiani qui a dit que, soit ils vont pénétrer les locaux de l'ambassade. C'est quand même une violation de la franchise diplomatique. La franchise diplomatique, c'est quoi? Au moment où les dirigeants qui sont en place à Niamey, ils vous ont demandé de retirer votre propre ambassadeur à Paris, vous refusez, et son immunité a été levée. Vous continuez toujours pas maintenir votre ambassadeur. Ce qui va arriver, c'est juste, on va l'arrêter. On va l'arrêter peut-être et le confier aux juridictions nationales de droit commun peut-être à Niamey. Samir Ourosama, est-ce qu'il est justifié que Paris continue de maintenir son diplomate, bien que son départ ait été demandé, son immunité diplomatique levée? Non, je pense que c'est véritablement une logique de Paris dans cette prise de position depuis le début de cette crise. Vous savez, la CEDEAO ne reconnaît pas les autorités putschistes du Niger jusqu'alors. Donc, vous comprenez véritablement ce pourquoi Paris est aussi dans cette logique. Vous imaginez une organisation comme la nôtre reconnaître les putschistes et ensuite Paris se comporter comme ça? Non. C'est parce que la CEDEAO s'est inscrite dans une logique comme quoi les autorités qui sont en place aujourd'hui, les autorités militaires qui sont en place aujourd'hui n'ont pas de légitimité. Les autorités qui sont aujourd'hui au pouvoir au Niger ne sont pas légaux. Ils ne sont pas légaux. Ils sont illégitimes. Ils sont illégaux au fait. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, vous vous rendrez compte que les putschistes qui sont en place sont en train d'instrumentaliser le peuple. C'est-à-dire que le peuple est devenu comme un instrument qu'on balance de gauche à droite pour pouvoir dire en réalité, vous avez vu aujourd'hui, nous arrivons à rassembler plus de 30 000 personnes au stade. Nous arrivons à organiser des marches tous les jours dans les rues pour pouvoir dire au monde entier que la légitimité que vous doutez toujours là, aujourd'hui nous avons cette légitimité là, la légalité que vous doutez aujourd'hui, vous avez vu un peu le peuple nigérien qui est derrière nous. Donc nous avons une véritable assise et nous sommes en train d'exercer le pouvoir en quelque sorte. Et cela a été confirmé par la nomination d'un certain nombre de ministres de gouvernement. Ensuite, j'aurais appris qu'ils ont destitué tous les préfets au niveau des différents départements du Niger, qui sont en train de nommer les militaires au niveau de ces départements-là. Donc vous avez un peu la photocopie de ce qui s'est passé par exemple au Mali, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, où ils ont même interdit à ce que leurs organisations internationales et ONG intervenant dans les zones sécuritaires, les zones de combat puissent prendre la route, de dégager. Ils les ont donné, je pense, un délai pour pouvoir déguerpir de là. Ils veulent gérer le pays dans l'opacité et nous ne pouvons pas permettre cela. Nous ne pouvons pas permettre à ce que dans une sous-région qui est en train d'aller vers un idéal démocratique, où nous sommes en train de faire des efforts pour que nous puissions nous doter des instruments adéquats pour impulser notre développement, permettre à ce que des militaires qui sortent de nulle part et prennent le pouvoir et ensuite veulent faire de ce qui leur semble bon, ce qui n'est pas véritablement ça au niveau de l'idéal démocratique au niveau de nos sous-régions. Aujourd'hui, vous avez vu, ils disent, par exemple, aux policiers nigériens de pouvoir aller déloger l'ambassadeur de France. Ils ont dit, par exemple, qu'ils ont coupé l'eau, ils ont coupé l'électricité et ils ont interdit toute livraison de biens, de quoi que ce soit à l'ambassade de France. Donc, je pense que ça va... C'est en train la situation est en train de s'empirer. Et Paris s'est dit prêt avec ces 1500 soldats qui sont en place. Lorsque l'ambassade de France sera attaquée, ils vont réagir automatiquement. Donc, nous ne pouvons pas permettre à ce que ces genres de choses arrivent sur notre continent, dans notre sous-région. Que
les gens arrêtent de dire cela parce que quand vous prenez un peu attendez, quand vous prenez aujourd'hui le Niger, quand vous prenez aujourd'hui vous prenez aujourd'hui le Niger, vous avez vu comment ils ont saccagé l'ambassade de France, du moins le consulat. Vous avez vu comment ils ont saccagé le consulat. Est-ce que c'est ce que nous voulons montrer au monde? Nous sommes reconnus comme un peuple qui est accueillant, même malgré moi j'ai vu la vidéo où les militaires étaient là et puis les populations sont en train de saccager les biens publics. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne image que nous montrons? Quand nos chefs d'État voyagent au niveau de ces pays occidentaux-là, nous avons vu comment est-ce que ces pays-là prennent des dispositions pour que même les manifestations qui ont lieu au niveau de nos diasporas, comment est-ce que la sécurité de ces personnes-là, de nos chefs d'État qui sont en séjour dans ces pays-là, sont assurées? Où le domicile ou le lieu de séjour de ces dirigeants sont protégés pour permettre à ce que ces personnes-là qui sont mécontentes par rapport à la gouvernance qui se fait dans leur pays, du moins ils ont le droit de manifester leur mécontentement, mais là à aller s'apprendre violemment, à s'attaquer aux biens et tout ça là, je pense qu'on est allé trop loin et que les autorités qui sont en train de chercher une certaine reconnaissance au niveau international, même notamment au niveau sous-régional, doivent mettre doivent mettre de l'eau dans leur vin, en se disant qu'en réalité, s'ils sont là, ce n'est pas pour établir un certain bras de fer par rapport à certaines puissances occidentales comme la France, mais pour œuvrer au bien-être du peuple nigérien. Donc, il doit pouvoir aller, c'est-à-dire que doucement, pour que lorsqu'ils auront une véritable assise, ils vont discuter en homme responsable de façon conviviale avec leurs partenaires internationaux, notamment la France, sur l'opportunité ou non de ces pays-là de continuer par rester dans leur pays, par intervenir militairement ou non. Et en bon terme, ils appellent ça gentleman agreement. Ils vont pouvoir mettre fin à leur accord et tout ça là, que de nous présenter cela. Cela n'honore pas notre sous-région de voir les Nigériens qui sont manipulés par les militaires en train de saccager les biens de l'ambassade de France qui, si un jour l'ambassade de France par exemple, devient une propriété du Niger. Donc c'est vraiment déplorable ce que nous assistons dans ce pays, le Niger. Pendant ce temps, au niveau du peuple nigérien, on semble également être acquis à la demande des autorités militaires et certains Nigériens qui ont manifesté demandent également le départ des troupes françaises de leur pays notamment. On suit ces quelques réactions. Notre seule demande, notre ultime demande, c'est le départ des Français qui sont sur le territoire nigérien. Nous n'avons pas besoin de ces gens ici, nous n'avons pas besoin, et on le répète, on est prêt à mourir pour défendre notre patrie. On est prêt à mourir pour les faire partir. Ils doivent partir, ils n'ont pas besoin d'eux ici. Nous sommes là et nous sommes là pour toujours. Jusqu'au jour où la France pliera bagage. Et elle pliera bagage, je vous l'ai dit. La France est obligée de partir parce que ce n'est pas son pays. C'est notre pays, c'est notre territoire. Eh bien, elle doit partir. C'est à nous d'exiger à la France un comportement amer. Qu'ils acceptent de se soumettre à notre règle ou qu'on marche sur eux ou qu'on les écrase parce qu'on va les écraser. Voilà donc la réaction, on a suivi de quelques Nigériens. Marcel Agbessinou, vous pensez que c'est une... Parce que là, quand on a écouté la première dame, elle dit départ des Français. Je ne sais pas si elle parlait des militaires français ou des Français, parce qu'il y a beaucoup de Nigériens également en France. On ne va pas commencer par demander que chaque peuple rentre chez lui. Est-ce que c'est une demande partagée par la population nigérienne ou bien ça, bon, c'est aussi des morceaux choisis pour un peu manipuler l'opinion? Manipuler quelle opinion? Nigérienne ou... Africaine. Hein, non, l'Afrique est réveillée. L'heure de l'Afrique a sonné. Parce que nos prédécesseurs qui ont été assassinés, en passant par Lumumba, Olympio Sékou Touré, etc., la liste continue pas se rallonger. Et la dernière date, c'est Kadhafi. Et aujourd'hui, si les Africains et les Africaines, si les peuples nigériens et les peuples nigériennes demandent le départ des troupes françaises sur leur propre territoire, c'est un argument solide, juridique, social et sociable. On ne peut pas admettre un pays étranger, une métropole qui érige des bases militaires partout en Afrique. À quelle fin on ne sait pas.
À quelle destination, on ne sait pas. Vous allez voir des bases militaires en Côte d'Ivoire qui a servi à déloger Gbagbo entre-temps. Vous avez des bases militaires au niveau de Burkina. Vous avez des bases militaires au niveau du Mali. Et la liste, chaque jour, on voit la présence française. Bon, mais les gens ne viennent pas s'installer juste comme ça. Hein. C'est d'abord le Parlement. Ce sont des accords de défense. Ces accords de défense, nos États donné que nous sommes classés en pays en voie de développement, nos tests ne nous permettent. Si demain la France a des problèmes, le Togo peut mettre une base militaire. Non. On connaît tout ça. Nos tests ne nous permettent pas d'être en position de force. On est toujours en position de faiblesse en signant ces accords. Étant donné que la France, on voit la France comme un parrain ou bien quelqu'un qui nous accompagne de tous les côtés. En signant ces accords, on laisse piéger et on tombe dedans. Sinon, à quoi servent ces bases militaires en Afrique? Les bases militaires sont là, au niveau du Mali. Mais l'affaire de djihadistes demeure toujours. Si n'eût été la présence d'Assimi Goïta et ses éléments, le pire allait survenir. La population nigérienne, moi je suis parfaitement d'accord qu'il aille loin plus que ça. Que la France n'a qu'à rappeler ça, ou bien faire dégager sa base militaire là et libérer les énergies au Niger. La non-ingérence, c'est quoi? La non-ingérence d'un État à un autre, c'est quoi? Mais la France est en train de violer les principes démocratiques. Les principes démocratiques acquis de haute lutte par les Africains. La France est en train de violer ces principes acquis. Donc, il va falloir que la France fasse marche arrière pour se questionner, pour dire que c'est quoi concrètement, qu'est-ce qui ne va pas et de quel côté ils vont au moins corriger le mal, que de vouloir aller toujours par la force et régler le mal par la force, parce qu'ils ont fait par le passé, par nos anciens présidents qui ont été abattus. Le cas de Sylvanus Olympia en témoigne long. D'accord. Samir Ourosama, les Nigériens se trompent de combat? Non, je pense que nous devons faire attention et agir intelligemment et de façon rationnelle. C'est-à-dire que quand vous prenez un peu le précédent par rapport au départ des troupes françaises au niveau des pays comme le Mali, le Burkina Faso, vous vous rendrez compte que c'est après que la durée de la transition a été admise par la CEDEAO, qui est un calendrier qui a été établi, que ces pays-là ont demandé à la France de pouvoir plier bagage. Donc, ils les ont donné un certain nombre de temps pour pouvoir, comment l'appelle-t-on, partir. Donc, ils ont revu certains accords avec certains partenaires. Donc, ils ont attendu à avoir véritablement une certaine assise, une certaine légitimité et être reconnus véritablement par les instances avant de pouvoir dérouler un tel programme et tout ça là. Mais dans le cas du Niger, c'est une précipitation inutile. C'est-à-dire que ils sont en train d'enfantiler la population. C'est une certaine manipulation exagérée de la population. Ils utilisent, si je peux me tromper, hein, mais ils utilisent la population comme un étant un bouclier. Imaginez aujourd'hui, ils disent que la France doit partir. Par exemple, qu'ils donnent un mois à l'armée française pour pouvoir partir. Avant que la France ne vienne installer une base, il y a eu un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale où l'Assemblée nationale donnait les prérogatives au président Bazoum de pouvoir accepter à ce que la France puisse installer une certaine base. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en font de ces accords-là? S'ils veulent jouer aux légalistes, qu'est-ce qu'ils en font? Non, je pense qu'il est important de pouvoir rompre un certain lien dans une certaine procédure. Parce que moi, je suis d'accord que lorsque vous êtes un pays et qu'à un moment donné, par exemple, le Togo, par exemple, où à un moment donné, nous disons, par exemple, que nous ne voulons pas, puisque par exemple, il y a eu l'Union européenne qui annonce un certain déploiement d'une mission dans un certain nombre de pays. Ouais, si nous ne sommes pas d'accord, nous disons à l'Union européenne qu'en réalité, votre programme ne nous intéresse pas. Ou à un moment donné, lorsque le programme est en train d'être mis en œuvre, nous remarquons que cela empiète un certain nombre de notre souveraineté. Nous disons en réalité, vous devez revoir tel élément, ou au cas contraire, nous mettons fin à notre accord.
Donc ce qui se passe au Niger, c'est que vous avez des militaires qui veulent jouer sur du sentiment, du sentimentalisme. Ils veulent jouer sur ce phénomène-là d'anti-français, là. Ils se jouent les plus amoureux du Niger. C'est eux qui aiment plus le Niger que ceux qui étaient là bien avant. C'est eux qui aiment plus le Niger et qui prennent des décisions que ceux qui étaient là bien avant. Sauf que, je le dis, je le répète, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso, les intérêts personnels de ceux qui sont là prévaut sur l'intérêt général. Que les gens ne se trompent pas. Du jour au lendemain, vous allez encore assister à de tels événements parce que nous sommes comme ça, c'est la nature humaine, c'est l'intérêt personnel qui prévaut toujours lorsqu'on est dans de telles situations. Parce que comment comprendre que quelqu'un qui était dans les entourages du pouvoir, qui était vraiment au cœur même du pouvoir, un beau matin il sort parce qu'il trouve que ce qu'il gagne ou ce qu'il a comme privilège ne lui convient véritablement, qu'il pouvait avoir le sommet. Et là, comme il a l'arme, il a pris le pouvoir, maintenant il veut dérouler vraiment ce qu'il a comme programme. Nous devons faire attention, les militaires doivent aller doucement, ils doivent se calmer. Je pense que c'est le mot ça. Ils doivent se calmer, ils doivent véritablement agir dans l'intérêt général du peuple nigérien. Nous n'avons pas intérêt à ce que lorsqu'ils vont décider par exemple d'attaquer l'ambassade de France en envoyant les populations et que ces gens-là vont réagir, comment eux ils seront là ailleurs, c'est les populations qui vont en pâtir parce que eux ils ont déjà peut-être leur famille ailleurs, ils ont envoyé plein de biens à l'étranger, tout ça là, mais ils sont en train de détruire ce pays là qui est le Niger. Mais les gens ne se rendent pas compte malheureusement. Il nous reste un sujet qu'on va évoquer en 5 minutes avant de rendre l'antenne, c'est le Burkina Faso. Ça a un lien avec le Niger justement, où le gouvernement donne le feu vert à l'envoi de militaires au Niger. On se rappelle que le Mali et le Burkina avaient laissé entendre que si le Niger était attaqué, eh bien le Mali et le Niger se sentiraient obligés de réagir. Au niveau du Burkina Faso, on est allé loin. Le Parlement a entériné le fait que le Burkina puisse envoyer donc des militaires défendre les populations ou le Niger en cas d'attaque par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Quelle réaction face à cette décision du gouvernement burkinabé? C'est une solidarité pour consolider l'amitié qu'ils sont en train de tisser entre eux. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux pays, le Burkina et le Niger, ils ont évoqué la solidarité autour du Niger en cas d'agression extérieure. Donc, en cas d'agression extérieure, ils vont déployer une partie de leurs militaires pour soutenir leurs frères. C'est le moment d'entériner cette décision par le Parlement. Ailleurs, c'est le Sénat qui a refusé à Tinubu que son armée n'ira nulle part pour faire la guerre aux côtés de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso, le Niger et le Mali partagent le même destin. C'est le même destin, c'est le djihadisme, le terrorisme, c'est les attaques terroristes qui gangrènent chaque jour. Il faut une solidarité d'amitié, il faut une solidarité militaire pour combattre ce mal qui est déjà les djihadistes et après rester aux aguets contre les attaques provenant de la CEDEAO, des alliés de la CEDEAO, de la métropole masquée derrière la CEDEAO est là pour sauver le Niger. Donc c'est de bonne guerre et nous allons les encourager à aller plus qu'avant et à être unis, à être discrets et à remobiliser leurs troupes et à être prêtes pour que la sous-région retrouve sa stabilité, que les Africains retrouvent véritable indépendance que nous ont laissé les pères des indépendances. Est-ce que cette attitude, cette réaction du Burkina, on peut considérer que c'est une solidarité envers un pays en difficulté? Non, je pense que nous n'avons pas besoin de cela. Je pense que les autorités en place au niveau du Burkina Faso doivent se calmer un peu. Ce que je peux saluer dans tout cela, c'est qu'ils ont respecté la procédure. C'est-à-dire que quand vous voulez engager votre pays dans un conflit, dans une guerre, vous avez besoin
de l'approbation du peuple. Et on sait que dans nos pays, ce qui symbolise le peuple, c'est la représentation nationale. Donc, ils ont voulu véritablement donner la parole au peuple pour que ce peuple-là se prononce sur l'opportunité du Burkina Faso d'aller s'engager aux côtés du Niger en cas d'agression ou pas. Mais quand vous regardez un peu au niveau de l'Assemblée nationale de ce pays-là, beaucoup ne sont pas d'accord. Beaucoup ne sont pas d'accord, mais ils ne peuvent pas dire non. C'est-à-dire que vous avez de telles situations où, au Mali, au Niger, en Guinée même, vous avez des assemblées nationales comme ça, où tous les textes qui sont envoyés par peur, parce que beaucoup ne peuvent pas dire non au fait. Ils sont obligés de dire oui. Parce que après, quand vous allez voir, quand les choses vont commencer par dégringoler, d'autres vont dire, nous ne sommes pas d'accord. C'est en ce moment que vous allez avoir des réactions un peu partout. Mais je pense que nous n'avons pas besoin de nous révolter les uns contre les autres. Ce que le Burkina est en train de faire, je pense que c'est dangereux. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire quelque chose dans votre pays, vous êtes en train de reconquérir les territoires, vous devez vous atteler au bien-être du peuple burkinabé. Vous n'avez pas besoin d'aller vous balancer dans de n'importe quoi, vous balancer comme ça en désordre pour dire que vous êtes en train de manifester une certaine solidarité. Quelle certaine solidarité? J'aurais appris qu'ils ont convoyé un contingent avec des céréales et de tout ça là, mais quand même. Mais il faut qu'ils arrêtent cette pagaille-là, ce qu'ils sont en train de faire au niveau de ce pays-là. Parce que vous avez des gens qui ne se rendent pas compte que la gestion des affaires publiques, c'est carrément une autre chose. C'est carrément un autre monde. Vous avez un président qui se balade dans des ordres sur les champs de bataille, comme quoi il va pour se combattre. Vous avez un pays comme la Russie. Vous avez un Vladimir Poutine. Un président très puissant. Vous l'avez vu déjà sur le chemin de bataille, quand il va, c'est pour visiter. Et puis, il agit comme un chef de l'État. C'est-à-dire que la fonction du chef de l'État, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas quelque chose avec... Il ne s'amuse pas. Plutôt, il est en train de galvaniser cette quelque chose avec... Mais s'il veut faire, s'il veut intervenir, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que l'armée, sa place, c'est dans la caserne ou sur le champ de bataille. S'il veut véritablement combattre, qu'il aille sur le champ de bataille, qu'il laisse le pouvoir à ceux qui ont la capacité de pouvoir gérer les affaires publiques. Parce que ces deux choses-là ne se mélangent pas. Quand vous voulez asseoir une certaine autorité, une certaine puissance, mais travaillez dur. Pour le moment, c'est une transition. Il est en train d'assumer. Il est en train d'assumer une transition pour que le Burkina retrouve une stabilité. Assurez d'avoir une bonne notoriété au niveau international. Et lorsque vous prendrez la parole, tout le monde sera d'accord avec vous. Parce que les beaux mots, la rhétorique, comment l'appelle-t-on, des sorties intempestives n'ont jamais résolu aucun problème. C'est par le dialogue qu'on arrive véritablement à asseoir la paix. De nos sujets. Merci beaucoup, Samir Ourosama, d'être passé dans cette émission. Ça a été un plaisir. Merci également à Marcel Agbessinu d'avoir répondu à l'invitation. C'est avec un plaisir, mais assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause fonctionnelle. On finit par une citation également. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine.